Bonjour à tous, bienvenue sur Ma vie d'entrepreneur, le podcast qui parle d'entrepreneuriat, business, succès, réussite, ambition, dépassement de soi. Bref, tout ce qui est lié à la vie d'entrepreneur. Aujourd'hui, je voulais vous parler de l'étude de marché. Comment bien réaliser une étude de marché pour préparer le lancement de son projet. Après, il y a pas mal d'étapes dans l'étude de marché. Moi, je ne vais pas forcément parler de toutes les étapes, mais d'une des étapes qui fait partie des étapes importantes de l'étude de marché. C'est l'étude qualitative. Et en fait, je vais vous en parler, je vais vous expliquer aussi moi ce que j'ai fait et comment ça m'a aidé aussi, parce que c'est pas la première fois que je fais des études qualitatives. Comment bien la réaliser et comment aussi, pardon, faire, comment je pourrais dire ça, faire le bilan, l'extraction, et puis partir en fait de ce bilan, de cette extraction pour définir en fait des axes stratégiques, une stratégie, un plan d'action. Juste pour me présenter, moi c'est Tendresse Bonissa, je suis consultante et formatrice. Je fais de l'accompagnement à la création et au développement d'entreprises. Donc les porteurs de projets qui veulent lancer leur boîte, je les aide. Je les accompagne sur leur business plan, leur stratégie, etc. Et puis les entrepreneurs qui ont déjà une société, je les aide à se développer grâce au marketing digital. Alors, petit rappel du contexte, voilà, pour vous parler un peu de l'étude de marché. C'est que moi de base, donc ça fait quand même maintenant 5 ans que je fais de l'accompagnement à la création et développement d'entreprises. Et si vous voulez, moi quand j'ai commencé, j'étais d'abord consultante. Consultante, c'est en fait mettre en place pour les gens. C'est-à-dire qu'il y avait des sociétés qui venaient me voir, qui me demandaient du coup, par exemple, un audit. Un audit, en fait, c'est faire un bilan de la situation et apporter mon regard externe, voilà, un regard extérieur. Pourquoi? Parce que souvent, quand on a la tête dans le guidon, c'est important d'avoir une expertise qui va être là et qui va vous dire bah ça c'est bon, ça c'est pas bon, vous devriez le faire comme ça, et puis qui va vous apporter des outils et une méthode. Et moi je faisais déjà un audit et ensuite après je proposais un plan d'action, et par rapport à ce plan d'action là, moi je mettais en place certaines actions. Notamment par exemple faire des études qualitatives que je vais vous expliquer, ou par exemple faire des publicités en ligne sur les réseaux sociaux, rechercher des influenceurs pour des entreprises, faire un communiqué de presse et démarcher la presse, etc. Bref, il y avait pas mal d'actions que je faisais pour le compte des entreprises. Donc moi, j'ai commencé comme ça. Ensuite, après, je suis passée... Alors, quand j'ai commencé comme ça, je faisais aussi en parallèle du coaching. Donc, le coaching, c'était donc du one-to-one avec les gens et je les accompagnais dans leur création et développement de boîte. Puis ensuite, après, j'ai un peu bifurqué et j'ai fait plutôt de la formation, mais c'est pas loin du coaching, quoi. Là, le but de la formation, c'est vraiment que la personne, elle monte en compétence, qu'elle apprenne des choses. Ça veut dire, tu sors de là, tu es capable de faire tout seul et de mettre en place un plan d'action que tu as travaillé justement avec la formatrice, donc moi, durant toute la formation, durant tout l'accompagnement. Donc tu es capable de pouvoir gérer tout seul parce que tu connais les stratégies, tu connais, tu as acquis les compétences, etc. Donc moi j'ai un peu bifurqué vers ça parce qu'en fait le problème un peu pour vous expliquer, moi avant je faisais du coaching, le coaching c'était un rendez-vous par mois avec les personnes que j'accompagnais et parfois je me rendais compte qu'en fait il y avait des gens, mais bon, après, ça, c'est le monde un peu de l'entrepreneuriat, hein, j'ai remarqué. C'est que ben, les gens, je trouve que les gens s'auto-sabotent tout seuls. Ils veulent faire plein de choses, ils ont envie, ils ont plein d'ambitions, ils ont plein de trucs. Ils vont dans des conférences motivantes, ils sont gonflés à bloc, et puis quand ils rentrent chez eux, ça y est, je me dégonfle. Je retourne dans ma routine et j'ai oublié tous mes projets et toutes mes ambitions. Et ça, c'était un peu le problème avec le coaching, parce que du coup, j'accompagnais des personnes qui, bah, du coup, avaient leur emploi aussi à côté. Et le fait d'avoir un emploi, eh bah, ça te met dans un espèce de confort et ça t'oblige pas à aller plus loin. Moi, pour vous donner mon exemple, moi, j'ai démissionné, hein.
quand je me suis lancée. Donc quand vous démissionnez, que vous n'avez pas de chômage, que vous n'avez rien et que vous devez ramener de l'argent, je peux vous dire que la motivation, elle n'est pas la même. Et en fait, moi, en accompagnant les gens, je m'étais rendu compte avec le coaching que les gens, tu leur donnais des actions, des choses à mettre en place, parce qu'il y a pas mal de choses que je travaille en séance avec les gens, mais il faut aussi compter quand même du travail personnel. Ça reste quand même ton projet, donc il y a des choses quand même que tu dois être capable de faire. Rechercher des fournisseurs, faire ceci, cela. Moi, je vais bien te montrer comment trouver des fournisseurs à l'étranger, comment prospecter des fournisseurs en Espagne, au Portugal, en Turquie, etc. Je veux bien te montrer tout ça, mais après, il y a un moment donné, c'est aussi à toi de faire le travail. Et donc, ça, c'était un peu le problème que je rencontrais avec les coachings, c'est que les gens, tu les accompagnais, tu leur poussais à faire les choses et que t'en as certains, ils faisaient pas, ils allaient pas jusqu'au bout, ils étaient pas. Donc voilà, donc du coup, moi je me suis dit, c'est quand même un gros investissement en temps avec les gens, donc je me suis dit, je vais réduire le temps. Ça sera plus un mois, ça sera une semaine, 2 semaines maximum, et je vais te demander de mettre en place des actions. Et forcément, comme tu as une deadline plus courte, normalement, tu dois faire les choses. Mais surtout, moi, ce qui m'importe, c'est que tu montes en compétence, que tu as acquis la connaissance et du coup, je sais que demain, tu n'auras plus besoin de moi et en plus que demain, tu pourras le dupliquer pour n'importe quel projet. Voilà. Tu voulais lancer des parapluies, et bah demain, si tu as envie d'ouvrir un garage, et bah toutes les compétences que tu auras acquises, et bah tu sauras les mettre en place pour ce garage. Donc voilà. Et donc, pour vous expliquer, donc d'abord j'étais consultante, je suis consultante coaching, après j'ai fait de la formation, donc c'est ce que je fais aujourd'hui. Et en fait, moi, si vous voulez, j'ai pris le virage du en ligne trop tard. Pourquoi? Parce que moi, si vous voulez, dans mon domaine d'activité, j'ai beaucoup de concurrents qui ont pris le virage digital depuis très longtemps. Et pas forcément que des concurrents, hein, c'est même des personnes dans des domaines d'activité qui n'ont rien à voir, mais qui sont dans la formation et qui proposent en fait du en ligne, des formations en ligne, des vidéos, etc. Et en fait, moi, j'ai raté ce coche-là parce qu'au début, en fait, j'étais partie en mode non, ma valeur ajoutée, ma force, c'est le one-to-one. Mais vous avez toujours, en fait, comment je peux dire ça, des alternatives. Vous pouvez faire du one-to-one, mais, enfin, quoi que non, vous pouvez faire, en fait, du groupé, mais proposer aussi un suivi one-to-one, par exemple. Pourquoi? En faisant ça, déjà, un, c'est beaucoup mieux pour le chiffre d'affaires, et de deux, c'est même beaucoup mieux pour vous en termes de temps. Et moi, c'est ça le problème qui s'est posé. C'est que je me suis retrouvée en fait à faire du one-to-one depuis 5 ans. J'ai eu des bouleversements dans ma vie personnelle, puisque j'ai eu 2 bébés, que j'ai enchaînés à 8 mois de décalage. Donc, ce qui veut dire que, bah, du coup, je me suis retrouvée avec 3 bébés à gérer, les miens et puis l'activité. Donc c'était devenu trop. Et là, en fait, je me suis dit, non, 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 il faut vraiment que je digitalise tout ce que je fais, pardon, et que du coup, je puisse ensuite, voilà, me libérer du temps. Et puis, comme tout entrepreneur, moi, je connais aucun entrepreneur qui a un seul projet. La plupart des entrepreneurs, on a plein de projets, on aimerait mettre tellement de choses en place. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, moi, je fais les formations, et que du coup, bah, tout mon temps est dédié aux formations. Je suis toute la journée avec des clients. Ma vie, c'est ça. Et parfois même, je bosse le week-end. Donc, j'ai envie de vous dire, il y a un moment donné où le business model et la structure que j'ai mis à mon business ne pouvaient plus tenir en ayant la vie personnelle que j'ai aujourd'hui, c'est-à-dire les 2 enfants en bas âge. Et donc, du coup, je me suis dit, là, il y a un moment donné, il va falloir vite prendre le virage de la formation en ligne en proposant des vidéos en ligne. Maintenant, s'il y a des personnes qui veulent du one-to-one, du coup, les tarifs seront beaucoup plus élevés, mais je le proposerai, ainsi que le suivi. Mais au moins, moi, ça me libère du temps. Parce que on se connecte sur une plateforme, on fait la formation, on apprend, on monte en compétences, on peut revisionner les vidéos, etc. Donc, du coup, je me suis dit, ça reste quand même beaucoup plus intéressant pour moi, c'est vrai. Même si, certes, je proposais à côté toujours le one-to-one comme je vous le dis, mais j'aurais pas l'agenda que j'ai aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai un agenda, c'est une usine à gaz. Je suis tout le temps en rendez-vous. Et du coup, c'est plus possible de gérer comme je vous dis. Donc, comme je suis en train de préparer du coup le lancement de ces formations en ligne là, j'ai pas envie de me lancer comme ça n'importe comment. Certes, je connais très bien ma cible, quand même ça fait 5 ans maintenant. J'ai accompagné des milliers de personnes, donc ça va, je maîtrise très bien qui est mon persona. Mais toutes les marques le font de toutes les façons. Avant chaque lancement de produit, il faut faire une étude de marché. C'est super important. Pourquoi? Parce que souvent, vous êtes la tête dans le guidon. Et c'est important du coup d'échanger avec votre cible, d'échanger avec votre persona pour savoir du coup, ok, quels vont être les arguments que je vais valoriser.
qu'est-ce que je vais mettre en avant? Et du coup, en plus, à force d'expliquer tout ça, j'ai pas dit qu'est-ce qu'était une étude qualitative. Alors, dans l'étude de marché, en fait, vous avez plusieurs éléments. Il y a plein de choses à analyser dans une étude de marché. D'abord, vous analysez le marché. C'est l'étude de marché que vous allez faire sur Google en cherchant des informations sur votre marché, sur le nombre de clients, sur les besoins, sur les attentes, sur la concurrence. Bref, vous cherchez vraiment tout ce qui est lié au marché. Ensuite, après, la deuxième étape d'une étude de marché, c'est l'étude quantitative et qualitative. Alors moi, je vais m'intéresser plutôt à l'étude euh, qualitative plutôt que quantitative, mais je vais vous donner l'information sur l'étude quantitative. L'étude quantitative, c'est quand vous faites vous avez des statistiques, donc vous faites un questionnaire sur Google Forms et vous posez des questions en fait aux gens, c'est-à-dire vous êtes homme, femme, votre tranche d'âge, parmi telle et telle chose, qu'est-ce que vous faites, etc. Bref, en gros, en fonction, moi je sais pas, par exemple, vous voulez lancer une entreprise de traiteur mariage. Bah, vous allez essayer de savoir déjà les premières questions. C'est en gros, bah, déjà, est-ce que tu es déjà marié? Si tu es déjà marié, combien tu avais payé pour ton mariage? Qu'est-ce que tu avais demandé parmi les possibilités ci-dessous en termes de prestations? Bref, l'objectif d'une étude quantitative, c'est plutôt d'avoir des statistiques. C'est vraiment d'avoir des stats pour prendre les bonnes décisions. Voilà, en gros, c'est ça le but d'une étude quantitative. Parce que dans une étude quantitative, je pose la question et je propose des possibilités. Donc forcément, quand je propose des possibilités, ça me permet d'avoir des statistiques puisque l'outil Google Forms me donne les statistiques. Pardon. Ensuite, après, il y a un deuxième type d'étude. Moi, j'ai pas voulu faire cette première type d'étude-là, ni la première étude marché, parce que la première étude marché, j'ai donné toute la trame avec toutes les questions dont je devais avoir les réponses à mes stagiaires, et mes stagiaires ont fait pour moi l'étude marché. Donc ça, du coup, j'avais pas forcément besoin. Je maîtrise très bien mon marché. Maintenant, l'étude quantitative, on l'avait déjà fait l'année dernière, parce que c'est vrai, mine de rien, même si je vais seulement lancer l'année prochaine les formations en ligne, ça fait quand même un petit moment que j'essaye d'avancer dessus malgré mon agenda assez complexe et chargé. Et donc, du coup, cette étude quantitative-là, on l'avait déjà faite, donc j'en avais déjà tiré des axes stratégiques, donc là, il n'y a plus de souci. Mais il y a une dernière étude que j'avais pas encore faite et dont j'ai besoin en fait pour préparer tous mes arguments marketing, toute ma stratégie et vraiment mettre en place le contenu, même le contenu qu'il y aura sur le site internet, le contenu des formations, comment je vais présenter les formations, quel type de vidéo je vais mettre en place pour faire la promotion de ma plateforme en ligne, etc. Tout ça, il n'y a qu'une étude qualitative qui peut me permettre d'avoir les réponses. Et l'étude qualitative, ça se différencie de l'étude quantitative parce que dans l'étude qualitative, j'échange avec mon persona, avec ma cible, avec mon client potentiel. Je lui pose des questions ouvertes qui vont me permettre d'être orienté sur mon activité. Donc là, moi, par exemple, j'ai posé plein de questions sur déjà leur statut, est-ce qu'ils sont entrepreneurs, porteurs de projets, depuis combien de temps, savoir un petit peu le profil, dans quoi ils sont entrepreneurs, dans quoi ils veulent entreprendre, quelles sont les problématiques qu'ils rencontrent aujourd'hui, etc. Et j'ai posé des questions un peu plus liées à ce que je souhaite offrir. Est-ce que tu trouves que sur le marché, il y a ce qui te convient? Qu'est-ce qui ne va pas au niveau de la concurrence? En termes de formation, combien tu serais prêt à mettre maximum pour tel et tel programme de formation? Est-ce que tu trouves que sur le marché, il y a ce qu'il faut? As-tu des recommandations, des conseils? Bref, j'ai posé vraiment plein de questions. Et j'ai échangé avec une dizaine d'entrepreneurs et porteurs de projets. Dans une étude qualitative en marketing, on dit qu'il faut avoir au moins 5 personnes. Tu échanges avec au moins 5 personnes, c'est une étude qualitative. Généralement, une étude qualitative, on va jusqu'à 25 personnes, 25 maximum. Au-delà, ça sert à rien. Les marques, avant de lancer un produit, elles font des études qualitatives. Ce qu'elles font, il y a deux types d'études qualitatives. Elles font des entretiens individuels, donc moi comme je l'ai fait, moi je l'ai fait au téléphone, ou elles font aussi des entretiens de groupe. Donc elles vont inviter des groupes dans leurs locaux et elles vont leur poser des questions précises, etc. Et elles vont leur faire vous poser des questions et dire qu'est-ce que vous pensez de ça, combien vous serez prêt à payer pour ça, bref, est-ce que vous trouvez qu'il manque quelque chose à notre application, à notre produit, etc. etc. Bref, ils vont vraiment essayer de comprendre déjà le profil, le contexte de la personne, pour savoir aussi moi comment je vais argumenter, comment je vais parler à mon client, et aussi essayer de comprendre du coup bah, son besoin, qu'est-ce qu'il attend de mon produit, etc. Et puis nous, en marketing, tout ça,
on l'utilise dans les arguments. Donc du coup, je peux mener à bien mes arguments. Pourquoi? Parce que les gens, quand ils créent leur boîte, en fait, ils rédigent comme s'ils parlaient à eux-mêmes. Ils se parlaient à eux-mêmes en mode, j'aurais pu être client, donc je vais me mettre à la place du client. Mais en toute sincérité, c'est super important d'aller directement à la rencontre du client, poser les questions, écouter les réponses, approfondir en essayant de comprendre les motivations, pourquoi, les freins, vraiment poser plein de questions. Et ensuite, avec toutes les réponses que vous avez, là, vous avez de la masse pour mettre en place une stratégie et pour rédiger des outils de communication qui donnent envie de venir vous voir. Et moi, c'est exactement ce que j'ai fait. Et en fait, du coup, voilà, j'ai eu une dizaine de personnes, j'ai posé les bonnes questions, j'ai fait vraiment des entretiens individuels au téléphone. Et du coup, j'ai réussi vraiment à avoir des informations super pertinentes, que ce soit au niveau des profils, même si, bon, je connaissais déjà quand même, parce que je vous dis, ça fait un moment que je suis là, mais aussi au niveau des besoins, de ce qu'ils attendent d'une formation en ligne, de ce qu'ils aiment pas sur le marché, de ce qu'ils apprécient. Et même, il y en a qui m'ont apporté aussi des idées, ça c'est super important, on se rend pas compte, hein, les gens vous apportent des idées. Les gens le font vraiment, voilà quoi, les gens le font, ils jouent le jeu. Et essayez de pas forcément aller chercher dans l'entourage, parce que l'entourage aussi, des fois, ils vont pas forcément nous dire des choses pour pas nous brusquer, nous blesser. Essayez d'aller chercher des personnes que vous connaissez pas. Mais voilà, les gens jouent le jeu et moi, vraiment, c'est cool. J'ai eu vraiment beaucoup de retours. Ça m'a permis d'identifier du coup les arguments, comme je vous disais, les types de vidéos à mettre en place, les types comment je peux dire ça, canaux d'acquisition à mettre en place. Donc quand je parle de canal d'acquisition, je vais faire un podcast où je parlerai de ça, mais ça peut être le e-book, la newsletter, ça peut être le quiz pour avoir du business, ça peut être l'audit offert, l'entretien téléphonique offert. Vous savez, toutes ces choses-là qu'on peut mettre en place, ce sont ça des petits canaux, des petites actions d'acquisition business. Donc ils m'ont donné plein d'idées et ça m'a permis aussi de déceler, et c'est ça que je vais vous parler là, les différents du coup clients, les différentes typographies de clients. Et en fait je me suis rendu compte que moi j'ai plusieurs typographies de clients. Alors j'ai le porteur de projet ou l'entrepreneur qui sait qu'il ne sait pas tout. Il est conscient qu'il n'a pas toutes les informations, il est conscient que s'il va sur le web, il va passer du temps et du temps à fouiller quelles sont les bonnes informations, quelles sont les informations vraies à jour. Parce que c'est ça aussi le problème, tout ce qu'on trouve sur internet, c'est pas toujours à jour. Et surtout, quelles sont les vraies et fausses informations, quoi. Et c'est ça le problème. Donc, il y a tout ça qui va faire que ce persona-là, ça c'est mon client idéal, lui, il va venir. Il sait qu'il a besoin d'être accompagné, il sait qu'il veut gagner du temps, il est prêt à y mettre les moyens et à investir, c'est quelqu'un qui n'a pas le temps. C'est quelqu'un qui veut être rapide, efficace. Et moi, je me reconnais dans ce persona-là. C'est pour ça que moi, j'aurais pu aussi, par exemple, m'imaginer ce persona-là et le faire sans forcément mener une étude qualitative. Mais il est important de mener l'étude qualitative. Mais par exemple, pour ce persona-là, moi, comme je me retrouve dans ce persona-là, comme je le disais, donc voilà. Donc vous avez moi j'ai ce type de persona-là. Il est prêt à y mettre les moyens, et lui, c'est un persona qui va pas être trop compliqué à convertir. Parce que lui, en fait, c'est un persona, je sais comment maintenant je vais le séduire, je sais qu'est-ce que je vais devoir lui dire pour qu'il achète ma formation en ligne, et je sais exactement comment je dois mener mon programme de formation pour qu'il ait envie d'acheter mon produit. Donc ça, il n'y a pas de souci à ce niveau-là sur ce persona-là, c'est mon persona idéal, et c'est un persona qui va venir parce qu'il m'aura vu dans des publicités, parce qu'il aura vu mon contenu de qualité, parce qu'il serait allé sur mon blog. Bref, c'est vraiment un persona. Bref, c'est le genre vraiment de client que moi j'adore. Voilà. Il est rapide, efficace, concret, on y va, il n'y a pas de temps à perdre. Après, il y a un autre type de persona qui, lui, il est prêt à mettre les moyens, mais lui, que si c'est assez... comment je peux dire ça? Si le prix est assez attractif. Donc lui, il va prendre une partie des services que je vais proposer dans ma formation en ligne.
Donc lui, il va prendre, parce que moi, je vais proposer plusieurs types de formations. Tu auras le programme basique où il y a que les vidéos, etc. Et puis tu auras le programme avec un coaching, un suivi et compagnie. Donc, lui, ce persona-là, comme il est très serré au niveau de son budget et qui fait très attention de son budget, c'est un persona un peu, voilà, il essaie d'aller par-ci par-là, il prend ce qu'il y a à prendre, il essaye de faire avec les moyens du bord, mais il est quand même prêt à se faire accompagner. Voilà, c'est pas le persona où, voilà, il a pas toutes les compétences, il a pas toutes les connaissances et il force pour essayer de fouiller les infos sur internet, la gratuité, non. Lui, c'est quand même un persona, c'est juste que il n'a pas assez de moyens, mais il est volontaire. Donc lui, je sais quel type de service et produit je vais lui proposer. Après, j'ai un autre type de persona que j'ai identifié. Lui, c'est le persona, bah, ça ne sera pas ma cible du tout, mais ça sera un persona qui peut venir plus tard. C'est le persona qui, en fait, veut faire avec ses moyens. Il veut fouiller sur Internet, regarder des vidéos gratuites. Lui, c'est le persona, même s'il perd du temps, ça ne le dérange pas. Voilà, il perd du temps, ça fait peut-être, je sais pas, 1 an, 2 ans qu'il stagne, ou plusieurs mois qu'il stagne, et il trouve pas de solution, mais il veut quand même continuer à chercher de la gratuité sur Internet, à chercher des trucs gratuits, des masterclass gratuites, etc. Bref, c'est celui qui veut jamais payer. Ce persona-là, lui, il va prendre tout ce que je lui propose de gratuit. Lui, il a que pour le gratuit. Il écoute, il lit mes conseils, il essaye de regarder, de voir un petit peu, de fouiller, d'essayer de prendre des trucs gratuits et de mettre en place tous les petits conseils gratuits que je donne dans sa stratégie. Mais lui, ce persona-là, il va être très vite limité parce qu'en fait, au fur et à mesure des mois et des années, il va se rendre compte qu'il n'évolue pas assez et pas assez vite. Et en fait, c'est ça qui va faire qu'il va se dire, bon, il y a un moment donné, il faut que je paye. Donc lui, c'est le dernier persona que j'ai. C'est celui que je ne souhaite pas toucher dans ma communication, dans le sens où j'ai pas envie de lui parler à cette personne-là. J'ai pas envie de lui dire oui, viens pour telle et telle raison, parce que grâce à ma formation, tu vas vraiment réussir à faire ça. Lui, j'ai pas envie. Lui, c'est une perte de temps si j'essaie de le convertir, parce que c'est quelqu'un qui va se convertir tout seul, parce qu'il va se rendre compte à un moment donné qu'il n'arrive pas à aller plus loin. Donc lui, il aura plus le choix de payer. Et c'est vraiment le persona qui va venir parce que ça fait longtemps qu'il me suit, qui voit que je propose quelque chose de qualitatif et du coup il va venir. Mais sinon de base, c'est pas quelqu'un qui va payer à court terme ou même à moyen terme. Lui c'est vraiment quelqu'un qui va payer avec des années même, carrément. Donc lui, il faut pas lui parler. C'est pour ça que quand vous faites une étude qualitative et qu'ensuite vous décelez différents personnages, vous décelez différentes façons de fonctionner, différents modes d'achat, différentes attentes et compagnie, c'est à vous d'adapter votre produit à tout ça pour que ce soit plus facile pour votre client de sortir sa carte bancaire et de se dire ok, je vais payer parce que ça va vraiment m'apporter quelque chose. Donc voilà. Sinon, globalement, j'ai fini mon étude qualitative. Là, le seul truc qui me reste, c'est définir les tarifs. Parce que pour être très sincère avec vous, je ne me suis pas encore posée là-dessus au niveau des tarifs. J'ai une idée du tarif que je vais proposer pour les différents programmes. Maintenant, j'ai pas une idée totalement arrêtée. Donc ça, c'est encore ce sur quoi je suis encore en train de travailler. Je suis tous les jours en train de penser à des idées. Des fois même j'échange avec des clientes. J'ai même une cliente qui m'a partagé la stratégie d'une américaine. C'est pour ça que c'est bien aussi d'aller fouiller un peu à l'étranger et de voir ce qui se passe parce que les Américains c'est dans le futur. Et en fait elle m'a donné plein d'idées et je me suis dit ah ouais mais c'est pas bête, je devrais faire ça. Parce que souvent on oublie, on cherche de nouveaux clients mais on oublie de réactiver les clients déjà dormants. Les clients qui ont déjà été clients, ils connaissent la qualité de votre service. C'est ceux qui achètent facilement. C'est ceux qui viennent facilement. Et c'est pour ça qu'en fait, il ne faut jamais oublier les clients qui sont déjà là parce que eux, vous leur faites sortir leur carte bancaire assez facilement. Donc, du coup, pensez aussi aux stratégies de réactivation. Après, moi, je vais faire un podcast là-dessus. J'aborderai là-dessus un podcast. C'est pas trop l'objet, du coup, je vais pas forcément m'éterniser. Mais en tout cas, j'espère que ce podcast vous aura été utile, qu'il vous aura appris plein de choses. Et puis voilà, vraiment, n'hésitez pas à le partager, n'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous en pensez. Et puis je vous dis, j'ai envie de vous dire à la prochaine, au prochain podcast. Merci de m'avoir écouté. C'était Tendresse Benissa de Ma vie d'entrepreneur, organisme créé par My Partners qui accompagne à la création et au développement d'entreprises. Je vous dis à bientôt.